Par une nuit froide, une fille nommée Suzu est traînée dans un hangar par son père, parce qu'il ne supporte pas de la regarder. Il souhaite que Suzu ne soit jamais née, et prévoit de la laisser ici toute la nuit. Mais, quelques minutes plus tard, son frère Junta arrive et tente de la libérer. Cependant, il est choqué de découvrir qu'elle n'est pas là. Il court frénétiquement dans le village à la recherche de Suzu, et finit par la trouver alors qu'elle traverse un pont pour quitter le village. Il se précipite vers elle et s'excuse de ne pas avoir pu la protéger des abus de leur père, car il aura des ennuis s'il essaie de la défendre. Suzu est née avec un œil de démon et comme nous sommes dans le Japon féodal, elle a été étiquetée comme une enfant maudite et traitée comme une vermine sans valeur. Elle sait qu'elle ne pourra jamais vivre une vie normale avec un tel œil. Alors, elle dit à Junta de rentrer chez lui sans elle. Junta reste immobile un moment, réfléchissant à sa prochaine action, et finit par décider qu'il aime sa sœur plus que le reste de la famille. Il lui prend la main et lui demande de fuir avec lui. Ensemble, ils quittent leur ancien foyer. Mais comme il pleut toujours, il commence à avoir très froid dehors. Ils n'ont nulle part où se mettre à l'abri. Alors, Junta emmène Suzu dans les vestiges d'un vieux bâtiment, et les deux se blottissent l'un contre l'autre pour conserver leur chaleur corporelle. Suzu s'est déjà endormi, et Junta est sur le point de s'évanouir aussi. Mais avant de perdre connaissance, il remarque un homme qui s'approche d'eux et qui dit quelque chose à propos de les recueillir. Lorsque Junta se réveille, il se retrouve porté par l'homme, avec Suzu marchant à ses côtés. L'homme est soulagé de voir que Junta est enfin réveillé. Alors, il le dépose, puis il continue à marcher jusqu'à arriver à son village. Le village est principalement habité par des forgerons spécialisés dans la fabrication de katanas, dont tout le monde est actuellement au travail. L'homme conduit Junta et Suzu jusqu'à sa maison et, dès qu'il ouvre la porte, sa fille sort pour l'accueillir. Elle est heureuse de le voir, mais elle est aussi curieuse à propos des deux enfants qui se tiennent derrière lui. L'homme lui explique que Junta et Suzu vivront avec eux désormais. Il demande à sa fille si cela lui convient, et elle semble ravie à cette idée, car cela signifie qu'elle aura des amis avec qui jouer. Elle s'approche de Junta, se présente comme Shiryuki et espère qu'ils pourront tous s'entendre à partir de maintenant. Cette nuit-là, Junta a du mal à s'endormir. Alors, Motoharu lui demande si quelque chose ne va pas. Motoharu est en train de nettoyer son épée. Junta lui demande alors s'il est un samouraï, mais Motoharu répond qu'il est en fait un sentinelle. Son travail est de protéger les personnes et les lieux importants. Plus tard, Junta et Suzu rejoignent Shiryuki et Kito près de la rivière. Sur le chemin du retour, Junta pose des questions sur la mère de Shiryuki, Yokaze, qui l'a aidé, lui et Suzu, à rester dans le village. Shiryuki explique que Yokaze est une Itsukime, une servante du dieu du feu, et qu'elle ne peut être vue que par le chef du village et son mari, Motoharu, son sentinelle. Le lendemain, Junta s'entraîne avec Motoharu. Mais, en tant que novice en combat à l'épée, il est facilement mis à terre, sans que Motoharu ne transpire. Ce dernier lui dit qu'il a encore un long chemin à parcourir, mais que s'il continue à s'entraîner, il deviendra sûrement un maître un jour. Les années passent, et Junta est devenu le nouveau sentinelle de la prêtresse du sanctuaire. Il assiste alors à une réunion entre tous les responsables du village et la prêtresse. Celle-ci est cachée derrière un rideau, pour que personne ne puisse la voir directement. Alors que la réunion commence, elle félicite Junta pour ses excellentes capacités à tuer les démons. Il lui répond qu'il ne fait que son travail en protégeant ce village et que le dernier démon qu'il a rencontré a essayé d'utiliser une forme humaine pour s'infiltrer parmi eux. L'un des responsables commence à s'inquiéter en entendant cela, et les autres lui demandent s'il a une idée de pourquoi un démon voudrait s'infiltrer dans le village. Un responsable suggère que le démon pourrait en vouloir à la prêtresse, car la légende dit que si un démon mange le foie d'une prêtresse, il deviendra immortel. Mais il pourrait aussi en vouloir à l'épée sacrée Yare, qui a été transmise par les prêtresses depuis des générations et qui est très importante. Donc, il serait logique que les démons la convoitent. Un des responsables mentionne que l'épée Yare a été créée par l'un des meilleurs forgerons connus de l'homme et qu'on dit qu'elle possède des pouvoirs mystiques. Si les démons sont vraiment après la lame Yare, cela pourrait signifier des ennuis pour tout le village. Alors, le chef dit à tout le monde de rester vigilant. Mais Kiyomasa dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, car lui et Junta sont chargés de garder la prêtresse. Cependant, il pense personnellement que Junta n'est pas qualifié pour ce travail. Junta et Kiyomasa sont sur le point de se disputer, mais le chef et la prêtresse leur demandent de se calmer. La réunion est maintenant terminée, donc tout le monde quitte le sanctuaire, sauf Junta, car c'est son travail de garder la prêtresse. Maintenant qu'ils sont seuls, la prêtresse sort de sa chambre, et il s'avère que c'est Shiryuki. Junta lui demande ce qu'elle fait, car une prêtresse ne devrait pas se montrer aussi négligemment. Mais elle et Junta sont de très bons amis depuis longtemps, donc elle ne voit pas la nécessité des formalités. Elle lui dit que Suzu est là aussi, mais le sanctuaire est interdit aux gens ordinaires, donc elle ne devrait vraiment pas être ici.
Suzu n'a pas l'air d'avoir grandi du tout ces dernières années. Quand Junta et Shiryuki la réveillent, elle est ravie de revoir son grand frère. Junta a été tellement occupé à tuer des démons qu'il a rarement l'occasion de la voir. Mais, bien qu'il soit heureux de la revoir aussi, il la réprimande pour être venue ici, puisque le sanctuaire est interdit. Elle ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas rendre visite à Shiryuki, alors que Junta peut venir quand il veut. Mais les règles sont les règles, donc Junta lui dit de rentrer chez elle. Après le départ de Suzu, le chef revient bientôt au sanctuaire, et il a quelque chose d'important à discuter avec Shiryuki. Alors, il demande à Junta de leur laisser un peu d'intimité. Junta refuse d'abord, car c'est son devoir, en tant que sentinelle de Shiryuki, d'être à ses côtés à tout moment. Mais Shiryuki lui dit qu'il peut prendre un jour de congé. Donc, Junta finit par céder et rentre chez lui pour la journée. Pendant ce temps, à l'extérieur du village, 2 démons ont jeté leur dévolu sur Suzu à cause de son œil de démon. Ce soir-là, Shiryuki s'échappe du sanctuaire et rejoint Junta, car elle a quelque chose d'important à lui dire. Quand le chef est venu lui parler plus tôt, il lui a dit qu'elle devrait se concentrer à produire un héritier pour la remplacer, au cas où elle serait tuée par les démons. Cela semble morbide, mais le chef a raison. Donc, Shiryuki doit se marier bientôt. Il a été décidé qu'elle épousera Kiyomasa, surtout parce qu'il est le fils du chef et deviendra éventuellement le nouveau chef du village. Junta ne sait pas comment il devrait se sentir à propos de cette nouvelle, et Shiryuki n'est pas contente non plus. Elle avoue qu'elle est amoureuse de Junta et honnêtement, elle s'est échappée ici avec l'intention de lui demander de fuir avec elle et de commencer une nouvelle vie. Mais elle sait qu'il n'accepterait jamais cela. Junta a prêté serment de protéger ce village et s'est entraînée pendant des années pour devenir assez fort pour le défendre. Shiryuki a prêté le même serment quand elle est devenue la prêtresse du village. Donc, s'il fuyait maintenant, ce serait une insulte à tous ceux pour quoi ils ont travaillé. Plus de temps passe, et Junta est de nouveau convoqué à une réunion où on l'informe de l'observation d'un démon dans la forêt. Il a pour mission de tuer le démon, donc il se prépare à partir immédiatement. Cependant, avant son départ, Kiyomasa l'arrête. Il sait que Junta a dû entendre la nouvelle concernant le mariage de Shiryuki avec lui, donc il ne comprend pas pourquoi Junta agit comme s'il n'était pas contrarié. Junta lui dit qu'il n'y a pas de quoi être contrarié, car les seules choses qui comptent pour lui sont la sécurité de sa prêtresse et celle du village. Le plus fou, c'est que Kiyomasa n'essaie même pas de se vanter d'épouser Shiryuki. Il sait que Junta est amoureux d'elle et qu'elle est amoureuse de Junta, donc cela lui semble injuste de l'épouser. Mais Junta a déjà pris sa décision, alors il quitte le village pour accomplir sa mission. Une fois dans la forêt, Junta est soudainement attaqué par le démon massif. Avant que le combat ne commence, il demande au démon s'il est seul, car le rapport mentionnait 2 démons ici. Le démon massif explique que son partenaire avait des affaires à régler dans le village. Cela ne semble pas bon, mais Junta va d'abord devoir s'occuper de ce type avant de retourner au village pour affronter le 2e démon. Il fonce en avant et d'un coup puissant, parvient à trancher l'un des bras du démon. Mais celui-ci continue d'attaquer, donc Junta est obligé de reculer. Le démon ramasse sa main tranchée et n'est même pas contrarié de l'avoir perdue. Il est simplement impressionné que Junta ait été assez habile pour la couper. Pendant ce temps, dans le village, Suzu est confrontée au démon Badi, et elle est terrifiée. Le démon dit à Suzu qu'elle n'a pas besoin d'avoir si peur, car Suzu est un démon comme elle, mais Suzu refuse de le croire. Le démon la regarde et réalise que son amour pour Junta l'empêche de devenir un démon à part entière. Elle trouve cela oppressant, car Junta a dû combler Suzu d'amour et d'affection constant pour en faire une si bonne personne. Suzu aime Junta de tout son cœur. Donc, entendre le démon faire son éloge la met à l'aise. Maintenant que Suzu n'a plus peur d'elle, le démon essaie de la convaincre d'utiliser ses pouvoirs pour l'aider. Elle promet même qu'elle ne lui fera pas de mal, et tout le monde sait que les démons ne peuvent pas mentir. Donc, elle dit à Suzu qu'elle peut lui faire confiance. Cependant, Suzu rejette son offre, car il y a un risque que les démons fassent du mal à Junta. La démone ne peut pas nier cela, donc elle essaie une autre méthode pour convaincre Suzu et lui montre une vision. La vision montre Shiryuki se déshabillant et s'apprêtant à recevoir des backshots dans le sanctuaire. Voir cela rend Suzu malade. Non pas à cause des backshots, mais parce que ce n'était pas Junta qui les lui donnait. Elle demande à la démone si ce qu'elle a vu est réel, et celle-ci explique que son pouvoir lui permet de voir dans le futur. Elle peut aussi partager des visions du futur avec les autres, comme ce que Suzu vient de voir. Mais si Suzu ne la croit toujours pas, elle est prête à l'emmener au sanctuaire maintenant pour qu'elle le voie de ses propres yeux. Pendant ce temps, Junta est toujours en train de combattre le démon massif. Mais avant que le combat ne continue, il veut savoir pourquoi les démons attaquent les humains en premier lieu. Le démon explique que c'est simplement son but dans la vie. Les démons n'ont pas nécessairement à tuer les humains, mais chaque démon a un but qu'il doit accomplir. Actuellement, le but du démon massif est de retarder Junta.
Bulk a le pouvoir d'assimilation, donc il peut acquérir les capacités d'autres démons en les mangeant, ce qui lui permet même de modifier son corps à volonté. Jinta ne peut pas se permettre d'hésiter ici, donc il charge en avant pour tenter de tuer Bulk une fois pour toutes. Cependant, il se fait immédiatement arracher le bras, et lorsqu'il essaie de trancher la gorge de Bulk, celui-ci la brise avec ses dents. En toute logique, Jinta devrait être un homme mort. Mais, à la dernière seconde, il tend la main et attrape un morceau de son épée brisée. Il enfonce ensuite le fragment profondément dans le cœur de Bulk avant que celui-ci ne puisse riposter. Donc, Jinta sort victorieux. Bulk accepte sa défaite et est même assez heureux, car cela signifie qu'il a accompli son but. Il explique que l'autre démon, avec lequel il est venu, a le pouvoir de préscience et l'a utilisé pour regarder loin dans le futur. 170 ans, pour être exact. Et selon sa vision, le plus puissant démon de tous les temps vit ici. C'est pourquoi ils sont venus. Dès que Bulk mentionne un démon vivant dans le village, Jinta réalise qu'il doit parler de Suzu. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Bulk dit qu'il va offrir un cadeau à Jinta pour le féliciter de sa victoire. Une seconde plus tard, le bras tranché de Bulk attrape la tête de Jinta et commence à le serrer jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Pendant ce temps, dans le sanctuaire, Kiyomasa est sur Shirayuki. Tout ce qu'il a à faire, c'est lui faire un enfant, donc il espère en finir une fois pour toutes. Et comme Jinta est en mission, c'est le moment parfait. Sinon, Jinta aurait dû s'asseoir dehors et écouter le son de Shirayuki se faisant pile driver. Et Kiyomasa se sent déjà assez mal à ce sujet. Cependant, avant que quoi que ce soit ne puisse arriver, la démone déchire les rideaux pour montrer à Suzu ce qui se passe, et elle est absolument dévastée. Au même moment, Jinta se réveille dans la forêt. Pour une raison inexplicable, son bras manquant a été restauré, mais il n'a pas le temps de s'en inquiéter, car Suzu pourrait être en danger. Donc, il commence à courir vers le village. Pendant ce temps, Suzu essaie encore de comprendre ce qu'elle vient de voir. C'était insupportable de voir Jinta amoureux de Shirayuki, mais Suzu était prête à l'accepter si Jinta pouvait être heureux. Elle s'est même empêchée de grandir pour ne pas gêner la relation entre Jinta et Shirayuki. Mais maintenant, elle découvre que Shirayuki épouse un autre homme. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc, Suzu craque et perd la raison. Elle est tellement frustrée que Shirayuki trahisse l'amour de Jinta. Et après quelques mots suggestifs de la démone, Suzu décide de la tuer. Son pouvoir démoniaque s'éveille soudainement, et toute la pièce est remplie de fumée noire alors que Suzu prend une forme adulte. Kiyomasa prend l'épée légendaire et essaie d'attaquer Suzu, mais la démone l'assomme avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Elle emporte ensuite le corps de Kiyomasa à l'extérieur, car elle a quelque chose à faire, laissant Shirayuki seule avec Suzu. Jinta arrive bientôt au sanctuaire. Shirayuki est encore en vie, donc elle se jette dans ses bras. Mais une seconde plus tard, sa tête est tranchée par Suzu. Jinta est paralysée par le choc de ce qui vient de se passer. Un moment plus tard, Suzu apparaît derrière lui, tenant la tête de Shirayuki. Jinta demande à Suzu pourquoi elle a fait une telle chose. Alors, Suzu commence à expliquer toute l'histoire du mariage de Shirayuki avec un autre homme. Mais il était déjà au courant. Et même s'il ne l'avait pas été, cela ne lui donnait pas le droit de tuer Shirayuki. Jinta réalise que la Suzu qu'il connaissait a disparu depuis longtemps. Avec Shirayuki morte, il ne lui reste plus que la haine. Le bras démoniaque commence à s'intégrer au reste de son corps, transformant Jinta. Maintenant, il regarde Suzu avec un pur dédain. Elle ne comprend pas pourquoi il a l'air de la haïr autant, alors qu'elle essayait juste de le rendre heureux. Elle en déduit que Jinta va l'abandonner comme tout le monde. Donc, elle décide de le tuer. Cependant, lorsqu'elle plante son arme dans le ventre de Jinta, elle réalise que cela n'a presque fait aucun dégât. Jinta lui transperce alors le corps d'un coup de poing. Suzu parvient à survivre au coup. Donc, Jinta essaie de l'achever. Mais à la dernière seconde, la démone intervient et se sacrifie pour sauver Suzu. Elle dit à Suzu de fuir pendant qu'elle en a encore la possibilité. Alors, Suzu commence à s'éloigner. Mais avant de partir, Suzu dit à Jinta qu'elle n'a plus rien dans ce monde. Donc, peu importe combien d'années cela prendra, elle fera en sorte de tout détruire. Et le dernier jour, elle reviendra pour le tuer, pour l'avoir trahi. Dans les années, Jinta, maintenant connu sous le nom de Jinya, s'était forgé une excellente réputation en tant que chasseur de démons. Un jour, un homme riche le convoque pour une mission spéciale. L'homme présente Jinya à son assistant, Renji, et lui dit qu'il peut demander à Zenji tous les détails supplémentaires sur le travail. Il se lève ensuite et quitte la pièce. Alors, Renji salue Jinya et lui demande ce qu'il sait déjà. L'homme a déjà parlé à Jinya de sa fille bien-aimée, Natsu, et de son désir que Jinya la protège d'un démon apparu récemment. Mais il y a un peu plus que cela. En gros, Jinya va travailler comme garde du corps de Natsu,
parce que depuis qu'elle a eu 13 ans, elle dit entendre un démon à l'extérieur de sa chambre. Le démon répète sans cesse des choses comme « Rends-moi ma fille ». Alors, Natsu a peur que le démon puisse l'enlever. En parlant de Natsu, elle entre soudainement dans la pièce en furie, cherchant Enji. Elle remarque Jinya assis là et suppose qu'il doit être le garde du corps que son père a dit qu'il engagerait. Mais lorsque Jinya essaie de se présenter, elle l'interrompt. Elle ne veut rien avoir à faire avec lui et lui ordonne de partir immédiatement, parce qu'il est visiblement une sorte d'escroc qui prétend être un tueur de démons. Zenji essaie de la convaincre que Jinya est un véritable tueur de démons, parce que son père a fait de grands efforts pour le trouver. Mais Natsu refuse d'écouter et exige que Zenji expulse Jinya. Plus tard dans la nuit, Natsu est assise sur son lit, toujours inquiète que le démon revienne. Alors Enji arrive et s'assoit devant sa porte pour la calmer. Avoir Jinya aurait probablement été mieux, mais puisque Natsu l'a chassé, Enji devra faire office de garde du corps à sa place. Il ne sait pas à quel point il serait utile dans un combat contre un démon, mais si cela peut la rassurer, il promet de monter la garde jusqu'au matin pour qu'elle puisse dormir. Natsu est contente que Zenji accepte de la protéger, mais il doute toujours qu'un démon apparaisse. Natsu est déçu d'entendre que Zenji ne la croit pas pleinement, tout comme son père. Car pourquoi aurait-il engagé un samouraï douteux pour tuer un démon? Zenji ne peut pas être sûr que le père de Natsu croit en l'existence des démons, mais il peut garantir que son père prend cela au sérieux. Il se soucie du bien-être de Natsu de tout son cœur, même si elle n'est pas biologiquement liée à lui. Juste à ce moment-là, Natsu entend à nouveau la voix du démon et cela lui glace le sang. Elle supplie Enji de l'aider, mais il est aussi effrayé qu'elle, une fois qu'il voit le démon. Il dit à Natsu de rester dans sa chambre pendant qu'il s'en occupe, mais il n'a aucune idée de comment il va le vaincre. Juste avant que le démon ne puisse attraper Enji, son bras est soudainement coupé par Jinya. Jinya demande d'abord au démon de s'identifier, mais comme il ne répond pas, il décide de le couper en deux d'un seul coup d'épée. Le démon tombe au sol et se désintègre en fumée noire. Alors, Zenji et Natsu sont en sécurité, pour l'instant. Natsu reconnaît Jinya comme le samouraï qu'elle a expulsé plus tôt dans la journée. Alors il se retourne et lui demande si elle pense toujours qu'il est un escroc. Natsu lui demande si le démon est mort. Mais le tuer ne sera pas si simple. D'après l'expérience de Jinya, les démons ne sont vraiment morts que lorsqu'ils se transforment en brume blanche. Donc, comme celui-ci est devenu une brume noire, il reviendra certainement. Le lendemain matin, Zenji remercie officiellement Jinya de les avoir sauvés la nuit dernière. Et comme le démon va revenir, il lui demande de rester une nuit de plus. Jin dit qu'il serait heureux d'aider, mais il a quelques questions à poser sur Natsu. Il est curieux, depuis qu'il a entendu le démon dire « Rends-moi ma fille ». Alors il veut savoir s'il y a une histoire derrière cela. Zenji explique que les vrais parents de Natsu font partie de la famille élargie du patron, mais ils sont morts il y a quelque temps. Alors le patron a recueilli Natsu et l'a élevée comme sa propre fille. Et au cas où Jinya s'inquiéterait, Enji l'assure qu'il n'y a aucun moyen que Natsu soit une enfant démon. Parce que si c'était le cas, le patron n'aurait même pas envisagé de l'adopter. La femme du patron a été tuée par des démons, et après cela, son fils s'est enfui et n'a plus été revu depuis. Le patron blâme la perte de sa famille sur les démons, alors il les déteste de tout son être. Plus tard dans la soirée, Natsu dîne avec son père, et il lui demande si tout se passe bien avec son nouveau garde du corps. Au début, elle était un peu sceptique envers Jinya, mais après l'avoir vu en action, elle est sûre qu'il est authentique. Bien que Natsu soit curieuse de savoir pourquoi son père a choisi d'engager Jinya spécifiquement, il lui dit qu'il y a des rumeurs de démons rôdant autour d'Ada récemment. Mais en même temps, il y a aussi des rumeurs sur un homme capable de tuer n'importe quel démon d'un seul coup, à condition d'être payé. Le père de Natsu a vérifié ces rumeurs personnellement, alors il savait qu'il n'y aurait personne de mieux à engager comme garde du corps pour Natsu. Natsu est heureuse d'apprendre que son père la prenait vraiment au sérieux lorsqu'elle lui a parlé du démon, car son amour est tout ce qui compte pour elle. Natsu a été très heureuse depuis qu'il l'a adoptée, mais en même temps, elle a été constamment tourmentée par les méchants commérages que les gens font sur elle. Plus tard dans la nuit, Enji et Jinya sont assis devant la chambre de Natsu, comme prévu, quand soudain elle sort et demande à Jinya de lui dire son nom, parce qu'elle ne l'a pas laissé se présenter auparavant. Le père de Natsu semble avoir une autre opinion de lui, alors elle a décidé de lui faire confiance aussi. Jinya peut voir que Natsu est très attaché à son père adoptif, Juzu, mais c'est normal, parce qu'il l'a recueilli et lui a offert un foyer. Alors, elle lui est très reconnaissante. Pendant qu'il parle de cela, Jinya lui demande des rumeurs qu'il a entendues concernant le fils perdu de Ju. Mais dès qu'il aborde le sujet, Natsu crie qu'elle ne sait rien à ce sujet. C'est clairement un sujet sensible pour elle. Alors, Jinya décide de laisser tomber, pour ne pas la contrarier. Natsu demande ensuite à Jinya s'il est possible pour un humain et un démon d'avoir un enfant ensemble. Et Jinya répond que oui. Alors,
Natsu commence à penser qu'elle pourrait vraiment être la fille de ce démon qui l'attaque sans cesse. Mais Jinya l'assure qu'elle n'a aucun lien avec ce démon. Natsu lui demande comment il peut en être si sûr. Alors, il explique qu'il a un peu d'histoire avec ce démon. Alors il sait qu'il ne peut pas être la mère de Natsu. Il y a plusieurs façons dont un démon peut naître dans ce monde. Il peut venir de deux parents démons, d'un démon et d'un humain, ou, dans des cas plus rares, un démon peut apparaître de rien. Les démons comme celui-ci proviennent de l'essence d'émotions fortes, surtout négatives. Et lorsque ces sentiments négatifs s'accumulent chez les gens, ils peuvent parfois prendre la forme d'un démon comme celui-ci. Natsu commence à paniquer après avoir revu le démon. Alors Jinya s'approche calmement d'elle et lui demande de déclarer son nom. Le démon ne semble pas assez intelligent pour comprendre ce que Jinya dit. Alors qu'il se jette sur lui, Jinya le gifle et le plaque au sol. Zenji presse Jinya de se dépêcher et de tuer le démon, mais Jinya répond que s'il le fait, il reviendra sans cesse. Natsu demande pourquoi. Alors Jinya explique que ce sont ses émotions qui ont donné naissance à ce démon. Le démon est apparu en réponse à la croyance de Natsu que faire du grabuge ferait que son père porterait son attention sur elle. Natsu refuse d'abord de le croire, mais tout ce que dit Jinya a parfaitement sens. Elle voulait quelque chose qui ferait que son père la traiterait comme une vraie fille. Et soudain, un monstre est apparu pour que cela se produise. Jinya lui dit que la seule façon pour que ce démon disparaisse, c'est qu'elle reprenne le contrôle de ses sentiments. Mais Natsu ne sait pas comment faire. Jinya lui dit qu'elle doit juste accepter ce qu'elle ressent, et lui demander sincèrement de tuer le démon. Natsu réfléchit un moment, et réalise que tout ce qu'elle voulait était d'être aimée par Juzu comme sa fille. Mais elle ne pensait pas qu'il se souciait d'elle de cette façon. C'est pourquoi elle a fini par croire que, si elle était attaquée par un démon, peut-être qu'il l'aimerait davantage. Et maintenant, ses émotions laides se sont manifestées devant elle. Alors, d'une certaine manière, ce démon est elle. Cependant, Angie lui dit de ne pas penser comme ça. Ce démon est peut-être né de ses sentiments, mais ce n'est pas ce qui importe maintenant. Zenji sait que Juzu aime Natsu plus que tout au monde, et Natsu l'aime tout autant. Mais aucun des deux n'a commencé à exprimer ses sentiments plus honnêtement. À partir de maintenant, Angie jure qu'il sera à ses côtés pour l'aider. Cela donne à Natsu la confiance nécessaire pour enfin laisser partir le doute et la haine de soi qui ont engendré le démon. Alors elle dit à Jinya de le tuer, une fois pour toutes. Et dès que Jinya entend ces mots, il sort son épée et tranche le démon en deux. Cette fois, le corps du démon se dissout en brume blanche. Alors Jinya est certain qu'il ne reviendra plus. Cependant, plus tard dans la nuit, après que Natsu soit retourné se coucher, le corps du démon commence à se reformer. Jinya s'attendait à ce que quelque chose comme cela arrive. Parce que, si le démon était vraiment formé uniquement des émotions négatives de Natsu, alors il aurait cessé d'exister dès qu'elle a décidé de les laisser partir. Cela signifie que les émotions de quelqu'un d'autre étaient mélangées dans ce démon. Et, autant que Jinya sache, il n'y a qu'une seule autre personne dans cette région qui avait le potentiel d'être un démon. Et c'était la femme décédée de Ju. Avec les émotions négatives de Natsu disparues, le démon a du mal à maintenir sa forme. Mais la fille qu'il appelle sans cesse n'est pas Natsu, c'est Suzu. Cela signifie que Jinya est le fils disparu de Ju, et ce démon est sa mère, ainsi que celle de Suzu. Pour être tout à fait honnête, Jinya n'a pas de souvenir clair de quoi ressemblait sa mère de son vivant. Mais il est triste que les choses aient fini ainsi, et tout ce qu'il peut faire maintenant, c'est mettre fin à la souffrance de sa mère pour qu'elle puisse enfin reposer en paix. Le lendemain matin, Jinya s'apprête à partir. Alors Renji et Natsu viennent le remercier encore une fois pour toute son aide. Jinya leur dit qu'il n'y a pas besoin de le remercier, parce qu'il a déjà reçu sa récompense, et de toute façon, c'est sa façon de se racheter. Natsu ne comprend pas ce qu'il veut dire. Alors Jinya explique que vieillir lui a permis de réfléchir à ses actions passées. Bien qu'il croyait bien faire en fuyant avec Suzu à l'époque, il n'a jamais pris le temps de considérer comment ses actions affecteraient son père, ou le monde d'ailleurs. Natsu ne comprend toujours pas de quoi il parle. Alors Jinya lui dit simplement d'apprécier la gentillesse que son père lui montre. Il commence ensuite à partir, et quelques instants plus tard, Juzu sort. Zenji demande pourquoi Juzu n'est pas venu remercier Jinya aussi, mais il n'en a pas vu la nécessité, parce qu'il savait, dès l'arrivée de Jinya, qu'il serait capable de faire le travail. Zenji se demande pourquoi Juzu aurait autant confiance en un tueur de démons aléatoire. Mais Ju dit qu'il est tout à fait normal pour un parent d'avoir confiance en son enfant. Les autres n'ont toujours pas compris que Jinya est le fils de Juzu, et Juzu n'a pas l'intention de leur expliquer. Alors il dit à Zenji de retourner travailler, sinon il sera rétrogradé. Zenji ne veut pas, alors il part faire son travail, et Ju s'en va aussi. Mais avant de partir, Natsu a quelque chose à dire. Elle lui demande s'il y a quelque chose qu'elle peut faire pour aider. Mais Juzu est curieux de savoir pourquoi elle demande ça. Elle explique que Jinya lui a dit qu'elle devrait rendre la gentillesse à Juzu.
Et Juzu est heureux de savoir que Jinya le considère toujours comme une bonne personne. Mais il dit à Natsu qu'elle n'a pas à s'inquiéter de le rembourser, parce que la meilleure façon, pour un enfant, de rendre son parent heureux, c'est de vivre une vie longue et heureuse. C'était la fin de l'épisode 2. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain.